Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. L'élection de Donald Trump semble porter des fruits avant même son investiture. En effet, cette semaine, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, dont dépend le réseau social Facebook notamment, a annoncé mettre fin au fact-checking sur ses plateformes. Alors, quelles sont les motivations d'une telle décision ? Doit-on s'en réjouir ? Que va-t-elle impliquer pour la liberté d'expression ? Quel risque cela peut-il aussi représenter ? Avec nous, pour en parler, Fabrice Epelboin. Bonjour Fabrice Epelboin. Est-ce que vous nous entendez, Fabrice Epelboin ? Oui, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes enseignant et entrepreneur. Vous êtes intéressé donc à ce sujet de la surveillance numérique. Est-ce qu'on pourrait commencer par réexpliquer à nos auditeurs ce qu'était donc cette méthode du fact-checking sur les réseaux sociaux ? Alors, la méthode dont on parle aujourd'hui de fact-checking consistait à déléguer à des médias sélectionnés par des États et payés par typiquement Facebook et puis avant Twitter et les autres pour déterminer le vrai du faux. Et notamment, et ça c'est un des aspects les plus importants mais les moins compris, pour déterminer ce qui méritait d'être désamplifié, invisibilisé. Et ça constitue un petit morceau de tout un arsenal pour modérer les contenus, dont au final le cœur est constitué par une intelligence artificielle qui est en charge justement d'arbitrer la visibilité des différents contenus sur les réseaux sociaux. Alors, on comprend bien quand même qu'il y a un moment une intervention humaine avec ce choix des médias qui vont être en charge de vérifier ces contenus partagés et donc ce que ça peut impliquer en termes de manipulation politique de l'information. Ah oui, forcément, si vous choisissez des médias qui ont une orientation politique, vous allez obtenir une couleur politique dans le résultat du tri qu'ils vont faire. C'est évident. On peut pas passer à côté de ce biais à partir du moment où on délègue où on centralise et où on délègue à des humains le choix de faire la censure. On a nécessairement un biais. C'est pour ça que Facebook a décidé, après beaucoup de pression et de réflexion, de s'orienter vers la solution qu'a mis en place Elon Musk depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire à déléguer ça à une communauté et à arbitrer à travers un algorithme qui est public et transparent la façon dont la communauté va pouvoir arbitrer le vrai du faux et la façon dont chacun va pouvoir peser dans ses décisions. Oui, alors justement, c'est la question qu'on se posait également en titre de cet entretien. Est-ce que Zuckerberg est le nouvel Elon Musk ? On le sait, Elon Musk, lui, il a largement libéralisé la parole sur son réseau social. Ça a des risques, ça a des qualités aussi. Est-ce qu'on pourrait faire le tour de cela ? Qu'est-ce que ça a apporté en termes de visibilité à ceux qui avaient la sensation d'être bâillonnés politiquement ? Et qu'est-ce que ça apporte aussi en termes de risques pour le harcèlement, pour l'injure en ligne, etc. Alors, ce que ça apporte en termes de visibilité pour les gens qui auparavant étaient invisibilisés, la mesure la plus adéquate, c'est sans doute celle qui mesure la frustration des utilisateurs vis-à-vis de Twitter. Elle était de façon prédominante plutôt orientée sur les républicains avant l'acquisition de Twitter par Elon Musk, et l'essentiel des gens frustrés par Twitter à l'époque étaient républicains, et aujourd'hui c'est assez équilibré entre républicains et démocrates. Une autre mesure était typiquement l'orientation politique des utilisateurs de Twitter avant Elon Musk et aujourd'hui. Avant Elon Musk, on avait grosso modo un tiers des utilisateurs de la plateforme qui se disaient républicains. Aujourd'hui, on a moitié républicains, moitié démocrates, donc quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ce que ça va changer en matière de harcèlement et de haine d'une façon générale, c'est qu'une très large partie de ce qui est considéré comme du harcèlement ou de la haine n'est en réalité que des confrontations politiques. Typiquement, je vous renvoie à Sandrine Rousseau, qui considérait qu'une caricature d'elle-même, la caricature étant, pour ainsi dire, une norme politique depuis le 19e siècle en France, constituait une forme de harcèlement et a même obtenu à un moment son retrait de Twitter. Donc on est de toute façon, que ce soit sur des termes comme le harcèlement, la haine ou même la notion de démocratie, sur des mots qui n'ont plus aucun sens,
qui en ont eu par le passé, qui ont été tordus, déformés et utilisés et instrumentalisés à des fins de censure. Non pas que la haine n'existe pas, non pas que le harcèlement n'existe pas, mais très concrètement, la haine est quelque chose d'extrêmement relatif à la personne qui la perçoit. Il y a énormément, si vous prenez les démonstrations de joie qui ont salué la mort de Jean-Marie Le Pen hier, elles sont assez aisément qualifiables de haine. Elles ne sont, ceci dit, pas réprimables par les codes actuels. Le même genre de démonstration pour un autre biais politique aurait donné lieu à un tonnerre de dénonciations de haine. On est sur quelque chose d'extrêmement relatif et on est surtout sur un cultural gap considérable entre la France, l'Europe en général et les États-Unis, où là-bas, faut-il le rappeler, il est parfaitement admis de tenir des propos haineux au sens du premier amendement. On peut parfaitement être un adhérent au Ku Klux Klan, aussi choquant que ça puisse paraître aux yeux des Européens, et on a parfaitement le droit non seulement d'exprimer de la haine, mais également de répandre de la désinformation. C'est un droit constitutionnel appuyé par le premier amendement de la Constitution américaine. Le problème, c'est qu'il y a eu une dérive très nette par rapport à la Constitution américaine qui a commencé grosso modo avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et que petit à petit, ces 8 dernières années, le pouvoir américain a dérivé dans son respect de sa propre Constitution. Avec Donald Trump, on a un retour aux bases du premier amendement, et dès lors, les technologies qui sont en charge de la gestion de la liberté d'expression, à commencer par Facebook et bien évidemment Twitter, mais Twitter s'y est conformé depuis déjà 2 ans, vont devoir se conformer à la Constitution américaine et tolérer ce genre de discours. La problématique qu'on a, c'est que jusqu'ici, les Américains nous fournissaient un flux d'informations déjà censuré, déjà expurgé de tout un tas de choses. C'est-à-dire, grosso modo, la haine, mais également les pensées conservatrices d'une façon générale. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, les Américains vont fournir aux Européens un flux d'informations à travers les réseaux sociaux, pas vraiment brut, les contenus illégaux seront toujours pourchassés et éliminés, mais toujours est-il que les contenus que nous, Européens, considérons comme haineux ou racistes ne seront pas expurgés. À partir de là, l'Europe va devoir soit se saisir du DSA et augmenter de façon considérable ses capacités humaines à faire de la modération pour pallier à ce déficit américain, soit engager un bras de fer avec Twitter, ce qui veut dire engager un bras de fer avec Trump. Et là, pour le coup, le vice-président J.D. Vance a été extrêmement clair. Toute tentative de régulation de Twitter mènera à un retrait des États-Unis de l'OTAN et laissera l'Europe face à la Russie. Un vrai bras de fer politique, finalement. On va revenir sur la disposition de l'Europe et de la France face à cette nouvelle. Avant cela, Maëlys Clausel. Oui, est-ce que selon vous, la suppression justement des fact-checkers incarne en quelque sorte une genre de victoire pour la libération des opinions conservatrices sur les réseaux sociaux, puisque jusqu'à présent, il est vrai que les idées progressistes avaient le monopole, notamment sur les réseaux sociaux comme Meta. Donc, est-ce que ça serait le moyen un petit peu de mieux incarner les valeurs que souhaitent prôner les Américains au vu de la récente victoire de Donald Trump aux États-Unis ? Il est absolument incontestable que les opinions conservatrices ont été censurées sur Twitter de façon extrême. Non seulement à travers cette fameuse intelligence artificielle qui a clairement été en charge d'invisibiliser les voix conservatrices, mais également à travers les armées de modérateurs. Dans les annonces faites récemment par Mark Zuckerberg, il y avait non seulement l'arrêt de la collaboration avec les fact-checkers, mais le déménagement des services de modération qui persistent, quoi qu'il en soit, de la Californie vers le Texas, c'est-à-dire sortir d'un État qui est extrêmement homogène d'un point de vue politique, de façon à pouvoir mettre la modération dans les mains d'une population diversifiée et qui représente la population américaine, par extension la population mondiale, mais déjà la population américaine. Ce qui était absolument pas le cas en Californie. Les Twitter Files l'ont montré. Les forces de modération de Twitter étaient à 100% démocrates. Et évidemment, ça introduisait un biais considérable que là encore, Mark Zuckerberg a dénoncé dans sa récente intervention, mais que les Twitter Files avaient montré de façon évidente, même si le sujet n'avait pas été traité par la presse à l'époque. Alors, on revient sur cette réglementation.
On a par exemple Clara Jiménez Cruz qui a déclaré: ce qui nous sert, c'est la situation différente en Europe avec les contraintes du règlement sur les services numériques DSA. En France, c'est Clara Chapaz, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, qui a expliqué sur X qu'elle avait pu échanger avec la direction de Meta France, qui là encore s'inscrit dans une posture un peu différente de celle de Mark Zuckerberg, en expliquant que cette fonctionnalité ne sera déployée qu'aux États-Unis, qu'en Europe, donc, il y a le DSA qui sera respecté. Elle conclut en disant: croyant ma vigilance sur le sujet, aujourd'hui, est-ce que la réglementation française et européenne pourrait faire le poids face à cette décision du dirigeant donc de Meta? Il y a une incompréhension fondamentale sur laquelle jouent les politiques et jouent de l'ignorance du grand public ou des journalistes pour l'essentiel. Il faut bien comprendre ça. Les États-Unis fournissent un flux de réseaux sociaux au monde entier, dont à l'Europe, qui est déjà filtré, déjà expurgé, et jusqu'ici qui était expurgé notamment des voix conservatrices, mais également de pédophilie, de divers contenus criminels. Le fait d'expurger de la pédophilie et des contenus criminels habituels va continuer. Il y aura toujours des services de modération, il y en a toujours chez Twitter, même s'il n'y en a pas énormément, il y en a toujours chez Facebook, et cette purge-là sera toujours faite. Par contre, la purge politique sera à la charge de l'Europe. Et là, effectivement, le DSA est en mesure de se saisir de ça. Le problème, c'est qu'il va falloir, comment vous dire, les Chinois font une purge politique des contenus sur leurs réseaux sociaux. Ils ont 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, un peu plus du double de l'Europe. Pour faire cette purge politique des contenus sur les réseaux sociaux chinois, la Chine emploie près de 2 millions de personnes. Faites une simple règle de 3, ça veut dire qu'au niveau du DSA et de l'Europe, il faut que les États européens emploient de l'ordre d'1 million de personnes pour faire le même type de purge, et c'est clairement ce qui est attendu. Est-ce qu'on a les moyens en Europe et les ressources humaines pour faire une telle purge? J'en doute fort. Les États européens auront les plus grandes difficultés à reporter la charge financière de cette purge sur les réseaux sociaux. Clairement, aussi bien Mark Zuckerberg qu'Elon Musk, non seulement refusent de le faire, mais ont clairement indiqué, notamment la dernière déclaration de Mark Zuckerberg, qu'il comptait sur la puissance américaine pour établir un bras de fer qui les protégera des velléités de censure européennes. Donc, le cadre juridique qui est le DSA existe, les Européens peuvent faire ça, mais typiquement en France, il va falloir engager quelque chose comme 50 à 80 000 personnes qui seront en charge d'effectuer la censure sur les contenus français. Pour l'instant, le DSA opère dans l'opacité la plus totale. Il est en application depuis maintenant mars, et il a désigné dans le plus grand secret des signaleurs de confiance qui sont en charge de repérer les contenus indésirables et de les remonter aux réseaux sociaux de façon à ce que ceux-ci les éliminent. On ne sait pas comment ces gens travaillent, on ne sait pas qui a été désigné pour faire ce genre de tâches, on ne sait pas comment ils travaillent et on ne sait pas comment et sur quels critères ils ont été désignés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là justement un problème assez important de confier cette censure à des gens qu'on préfère en revanche rendre inconnus au grand public? Ça dépend. Si vous tenez à des valeurs comme la démocratie, oui, c'est un léger problème. Maintenant, très objectivement, est-ce qu'on est encore on est quand même dans un poteau noir démocratique en ce moment. Dire que la France est une démocratie, c'est un vœu pieux et une injonction plus qu'autre chose. Dans la réalité des faits, on est à l'arrêt. Ouais. Et on ne sait pas vers quoi on va redémarrer. Mais clairement, on ne peut pas se satisfaire de la situation démocratique dans un État où effectivement les contenus accessibles aux citoyens sont censurés de façon secrète, dans une organisation secrète qui n'en rend compte à personne. On ne peut pas qualifier ça de démocratique, non. Est-ce que Mark Zuckerberg avait conscience réellement de ce problème? Est-ce que c'est une réflexion personnelle sincère? Ou bien est-ce qu'il y a une volonté politique? On voit que même dans les mots qu'il emploie, il se rapproche un peu du personnage d'Elon Musk. Il dit « nous allons nous débarrasser des fact-checkers ». Il y a une dimension un peu vindicative. La réalité, c'est que tout le monde, dans le monde de la tech, est parfaitement conscient de ce qui se passe. Les citoyens
ne sont pas informés parce que les médias ne les ont pas informés et ont fermé les yeux sur l'affaire des Twitter Files. Mais typiquement, les gens qui sont un minimum informés le sont depuis 2 ans. Et nous savons que depuis 2 ans, il y a ce problème-là. Mark Zuckerberg a fait une déclaration solennelle, il y a de ça maintenant 3 mois, auprès du Congrès américain, de façon à déclarer tout à fait officiellement que toutes les révélations d'Elon Musk sur les Twitter Files, qui datent, j'insiste, d'il y a 2 ans, étaient parfaitement exactes. Et ces révélations, ça nous prendrait des heures pour en faire le tour. Ça va du laptop d'Hunter Biden à la censure des démocrates, des républicains, en passant par des censures parfaitement arbitraires pendant le Covid, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça est connu. Tout ça a été tué par la presse et tout ça maintenant va devoir être mis sur le devant de la scène, certainement pas par la presse qui continuera à censurer ces sujets, mais malgré tout, comme la presse, on l'a constaté aux États-Unis, n'a plus le moindre impact sur l'opinion publique et que l'information se fait ailleurs, ça se fera. Maëlys Clausel. Oui, est-ce que la liberté d'expression, finalement, est le maître mot, tout simplement, sur les réseaux sociaux pour permettre à chacun d'être 100% épanoui? Et est-ce que, justement, cet élan de tolérance accrue pour les opinions conservateurs va-t-il apporter une réelle neutralité? Ou alors, justement, est-ce que ça va faire un petit peu le même manège, mais du coup, contre les idées de gauche? Est-ce qu'on va arriver à une certaine stabilité de liberté d'expression? Alors, est-ce que la liberté d'expression va apporter un épanouissement? Sincèrement, là, pour le coup, il faut que vous interrogiez un professeur de philosophie. Ça me dépasse totalement. J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que ça va apporter une stabilité? Certainement pas. Ça va au contraire faire un phénomène de bascule. Il suffit de regarder n'importe quel sondage d'opinion fait par des instituts comme l'IFOP sur des sujets clivants comme l'immigration pour s'apercevoir que l'opinion publique française n'a absolument aucun rapport avec l'opinion exprimée par les élus et les dirigeants de la démocratie française ou par ces médias. Ce basculement va mécaniquement profiter au camp conservateur dans des proportions qui, là encore, je vous renvoie au sondage d'opinion, donne le tournis. Je voyais un sondage d'opinion hier sur l'autorisation du port du voile dans les universités françaises, qui est un fait qui n'est remis en question par personne parmi nos dirigeants, à part à l'extrême droite, et qui remporte près de 80% des suffrages dans l'opinion publique française. Cet écart, ce grand écart entre l'opinion publique, les médias et les politiques, va aller en s'accentuant, en lâchant la bride à l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Ça ne peut que provoquer un clash. Est-ce que tout ça est synonyme de neutralité? Là encore, je vous renvoie à un professeur de philosophie. À titre personnel, je pense pas, mais mon opinion sur la neutralité et l'épanouissement relatif à la liberté d'expression qui n'existe pas en France. Il n'y a rien de tel en France, ni en Europe d'une façon générale. On n'a pas cette vision-là de la démocratie. Le modèle démocratique porté par la France et qui a pendant très longtemps été exporté aux 4 coins du monde, notamment en Afrique, n'a aucun rapport avec le modèle démocratique américain. Ce sont 2 modèles fondamentalement différents qui n'ont vraiment, j'insiste, aucun rapport. Et là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est plutôt d'une exportation du modèle américain sur les démocraties européennes, qui sont pour l'essentiel dans des situations critiques pour ce qui est de la confiance accordée par les populations auprès des dirigeants, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France. Les dirigeants actuels n'ont pas de légitimité démocratique, n'ont pas de soutien populaire, et donc sont dans des situations extrêmement critiques. Il est bien évident que si tout d'un coup vous lâchez la bride à l'expression publique, ça ne peut qu'entraîner leur chute. Dans le bras de fer qui est en train de s'engager justement entre ces personnalités politiques, les institutions européennes, françaises et donc le groupe Meta, est-ce que le groupe Meta ne part pas d'ores et déjà gagnant, puisqu'on imagine que dans la balance, il peut mettre le retrait de ces réseaux sociaux de ces pays-là, et on imagine mal la population française et européenne accepter du jour au lendemain de se passer de X ou bien de Facebook? Alors, on imagine mal la population tolérer de se faire retirer X ou Facebook comme un vulgaire pays africain en période électorale, effectivement. Mais la démocratie n'a pas été un long chemin tranquille en Europe et il y a déjà eu des interruptions de service. Ça pourrait recommencer. On imagine mal, de toute façon, une décision de droit
parce que la haine n'est pas qualifiée juridiquement, et donc juridiquement, ça serait extrêmement compliqué d'arriver à une décision interdisant Facebook ou Twitter, mais au final, on s'est passé d'un état de droit pour interdire RT News, donc ça ne serait pas non plus une première. Par contre, on imagine mal les dirigeants européens prendre le risque de voir en face d'eux des États-Unis qui répondent en se retirant de l'OTAN et en laissant les Américains face aux Russes. Là-dessus, il y a des limites dans la stupidité de nos politiques. Je doute qu'ils poussent le bouchon aussi loin. On voit aussi l'importance politique des grands patrons de la tech aujourd'hui. Aux États-Unis, déjà, comment la nouvelle est prise ? Est-ce qu'ils semblent suivre la même démarche entamée donc par Elon Musk, suivie apparemment par Mark Zuckerberg ? Ou bien est-ce qu'il y a encore une opposition forte à ce niveau-là, Patrice Epelboin ? Les grands patrons de la tech suivent absolument tous, sans la moindre exception, le chemin tracé par Donald Trump. Ils ont, et ça Zuckerberg l'a souligné, perçu un changement radical dans la culture, et clairement la vague Trump pour eux est inéluctable. Ça n'est pas un phénomène passager comme on a pu le croire en 2016. Par ailleurs, il faut bien comprendre que les grands patrons de la tech ont un rôle au XXIe siècle qui est en tout point similaire aux grands patrons des médias, qui étaient des industriels avec une danseuse jusqu'ici, et que les médias ont perdu toute capacité à influencer l'opinion publique. Souvenez-vous vous avez sans doute étudié Noam Chomsky à l'école, la fabrique du consentement, à travers le système politico-médiatique, la maîtrise du système médiatique assurant la gouvernance politique. Tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, CNN fait 100 000 téléspectateurs en heure de pointe. C'est même pas ce qu'arrive péniblement à faire LCI dans un pays qui est 6 fois plus petit. MSNBC est à vendre. Les médias sont en faillite, alors que les grands podcasts comme celui de Joe Rogan font 23 millions d'auditeurs à chaque épisode. On a terminé avec le monde du XXe siècle où les médias faisaient l'opinion publique. C'est fini. La campagne de Kamala Harris avait beaucoup plus d'argent pour faire sa communication que la campagne de Trump. Elle s'est pourtant plantée lamentablement. Malgré les budgets communication considérables, malgré un adoubement de la quasi-totalité des stars d'Hollywood, malgré un adoubement de la quasi-totalité des médias, la campagne de Kamala Harris a perdu sur tous les plans. Le monde dirigé, surtout l'opinion publique dirigée par les médias, c'est terminé. Ouais. Et là, les gens se tournent désormais vers les réseaux sociaux comme étant un nouveau canal d'information, puisqu'effectivement, ils ont cette défiance vis-à-vis de la presse traditionnelle. Est-ce que la libération des idées sur ce genre de plateforme ne va pas pousser la presse à devoir se remettre en question et peut-être traiter l'information avec plus d'ouverture d'esprit, au moins sans souhaiter l'impartialité, au moins un peu plus d'objectivité et de professionnalisme finalement? Non, je pense que la presse va tout simplement faire faillite. Vous savez, la presse a déjà fait faillite depuis 15 ou 20 ans en France. S'il n'y avait pas de généreux milliardaires pour l'alimenter, elle aurait disparu corps et âme depuis belle lurette. La réalité, c'est que ces généreux milliardaires, quand ils vont réaliser, et ils sont pas idiots, sinon ils ne seraient pas milliardaires, quand ils vont réaliser que la presse n'a plus le moindre impact sur l'opinion publique, vous doutez bien que leur générosité va s'arrêter assez rapidement. Ouais. Maëlys Clausel. Oui, est-ce que selon vous, des plateformes émergentes venues par exemple d'Asie ou d'Europe ou de je ne sais où pourraient émerger et donc un petit peu contester la domination de Meta et X sur le marché mondial des réseaux sociaux ? C'est déjà le cas pour TikTok, qui est d'origine chinoise et qui, sur le public jeune, fait plus que contester, est totalement leader. Une plateforme européenne, non. S'il y avait la moindre possibilité d'une plateforme européenne, on l'aurait vu. Ça fait quand même... Ça fait quand même 20 ans qu'on navigue dans le monde des réseaux sociaux, et ça fait 20 ans qu'on a des politiques qui nous chantent les louanges du futur Facebook européen ou du Google européen. À chaque fois, ce sont avérés des arnaques. L'Europe n'est pas un territoire d'innovation, c'est un territoire de régulation. Là-dessus, il faut pas se faire d'illusions, ça ne changera pas. Quelle est la suite aujourd'hui en Europe dans toute cette démarche de libéralisation ? Est-ce qu'il va y avoir des grandes étapes juridiques ? Est-ce qu'on attend des décisions ? Pour l'instant, tout le monde dit que ça va se concentrer aux États-Unis, mais on a l'impression que les conservateurs appellent de leur vœu les effets de cette décision en France et en Europe.
Oui, bien sûr, les conservateurs américains souhaitent un régime change en Europe. Les États-Unis opèrent de cette façon-là depuis, bon, pour ainsi dire, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre d'opérations d'ingérence américaines pour effectuer des changements de régime à droite ou à gauche sur Terre se compte, on ne doit pas être loin de la centaine, mais je vous renvoie aux mémoires d'Henry Kissinger qui en énumère un certain nombre. C'est la façon de procéder des États-Unis. Habituellement, ils sont plus subtils et un peu plus discrets. Là-dessus, on a affaire à une nouvelle génération entre Trump et Elon Musk, effectivement, par rapport à Kissinger, on va pas se cacher, c'est des gros bourrins. Mais malgré tout, sur le fond, c'est rigoureusement la même chose. On opère de façon choisie à des changements de régime, de façon à avoir en face de soi des régimes politiques qui leur soient favorables. Donc si vous regardez au niveau européen, vous avez déjà une partie des nations européennes qui ont des régimes politiques qui sont favorables à l'administration Trump, que ce soit Viktor Orban ou Meloni en Italie. Et puis vous en avez d'autres qui sont farouchement opposés, que ce soit le régime anglais qui est vacillant, ou le régime allemand qui est sur le point de tomber, ou encore le régime français dont on se demande comment il tient debout. Tout ça va être a priori éradiqué par la puissance américaine parce qu'il y a une expérience et un savoir-faire en matière de régime change qui est sans commune mesure. Donc je ne vois pas comment un régime, si on regarde la France, qui est tenu par rien du tout, si ce n'est des institutions auxquelles le plus grand monde ne croit au sein de l'opinion publique. Je vous rappelle quand même qu'on est sur pas loin de 80%, si on croit les sondages du Cevipof qui sont extrêmement sérieux, on est entre 75 et 80% de la population qui considère que la démocratie ne marche pas. On est pareil entre 70 et 80% de la population qui considère que l'ensemble du personnel politique est corrompu. Et on a un soutien populaire auprès de ce qui nous gouverne aujourd'hui qui doit être de l'ordre du quart de la population ou du tiers dans le meilleur des cas. Ouais. Donc tout ça, encore une fois, tout ça, démocratie, c'est un vœu pieux. Ça semble éminemment facile à renverser, surtout pour la puissance américaine qui, n'oublions pas, ont des outils comme la NSA qui permet d'aller regarder le moindre détail de la moindre vie privée ou de la transaction financière douteuse et qui permettrait de balancer ça et de faire des révélations à tout bout de champ. Si vous voulez avoir, je sais pas, le compte en banque du trust de Macron dans lequel il a mis ses émoluments à l'époque où il était banquier, il n'y a pas de problème. La NSA a ça. Si vous voulez avoir les fameux SMS de Van der Leyen de négociation avec l'industrie pharmaceutique, la NSA a ça. Donc on a affaire à ces gens-là qui n'ont pas hésité par le passé à utiliser ce genre de méthode. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup ils se comportent de façon avec une probité ou une honnêteté. Ça n'a jamais été le cas. Oui. Alors, ça serait quand même étonnant que Trump arrivant au pouvoir, tout d'un coup, on ait une forme d'éthique dans la pratique du pouvoir américain. On serait plutôt au contraire. Ma question m'est revenue et j'en suis heureuse parce que j'avais vraiment besoin de vous la poser. Est-ce que la solution à tout ça, attention, c'est une solution qui pourrait effrayer, paraître dangereuse et oui, faire peur. Est-ce que certains n'imagineraient pas pouvoir confier l'intégralité de la modération sur les réseaux sociaux à l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous guette ? C'est fait. C'est fait depuis... Alors c'est pas très net, mais on va avoir a priori tout un tas de procès d'auditions parlementaires aux États-Unis dans les mois et les années qui viennent qui vont établir de façon claire ce qui s'est réellement passé. Donc je vais utiliser le conditionnel parce qu'à ce stade il n'y a pas de preuves formelles, mais il semblerait que aux alentours de 2014, la DARPA, qui est l'agence en charge aux États-Unis de financer l'innovation à des fins de défense et qui est déjà à l'origine d'Internet et tout un tas de choses, et qui a financé aussi bien Google que Facebook et tout le monde, et développé une intelligence artificielle aux environs de 2014 de façon à lutter contre Daesh, qui à l'époque était extrêmement puissant sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, l'État islamique recruté à travers Facebook, ce genre de choses. À cette occasion-là, ils ont développé une intelligence artificielle
destinée à lutter contre Daesh sur les réseaux sociaux. Et puis, aux alentours de 2016, il semblerait que cette intelligence artificielle était transférée à Google, mis dans les mains de Jared Cohen, qui était auparavant au département d'État sous l'administration Obama, et qui, à l'occasion de la passation de pouvoir vers Donald Trump, s'est en quelque sorte exfiltré vers Google. Et à partir de là, cette intelligence artificielle aurait été, j'insiste sur le conditionnel, aurait été reprogrammée de façon à lutter contre le populisme. Et à partir de 2016, ça aurait été son rôle. Ouais. Donc, a priori, nous vivons depuis maintenant déjà 8 ans dans un monde à la 1984 dans lequel il y a non seulement ces fact-checkers qui sont très identifiables, très faciles à... tout le monde sait qui ils sont, mais il y a également cette intelligence artificielle qui est totalement indispensable parce que j'insiste sur ma comparaison que je faisais au début de l'émission. Les Chinois, pour modérer 800 millions de personnes, c'est grosso modo le double des utilisateurs de réseaux sociaux sur le territoire européen, utilisent 2 millions d'employés. 2 millions d'employés. Donc, c'est pas nos quelques centaines de fact-checkers qu'on connaît tous qui peuvent faire ce travail. Derrière, il y a une intelligence artificielle et elle est opérationnelle depuis un bout de temps. On va continuer de surveiller tout ça et en partie grâce à vous, Fabrice Epelboin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça permet d'en savoir plus malgré l'opacité de toutes ces organisations que vous avez soulignées. On vous recevra probablement à nouveau très bientôt pour en parler puisque tout ça change en permanence. Il y a sans arrêt de l'actualité à ce propos. Merci et donc à très bientôt, Fabrice Epelboin.